Là, je pense qu'on va aussi avoir une vraie difficulté et que ceci doit se préparer. Et je pense qu'en mettant le vote blanc, on va réintroduire une forme, je dirais, de rapprochement des citoyens vis-à-vis de la politique, parce que certains veulent se faire entendre à ce titre. Et je pense que ça va participer également à peut-être apporter une réponse à cette crise de vocation qui risque d'arriver, et j'en suis désespérée. Bon, alors justement, comment, au fond, revivifier la démocratie pour qu'il y ait des élus qui veulent s'engager, mais aussi pour qu'il y ait des citoyens qui puissent participer davantage. C'est la grande question du débat dont on vous propose. Voilà, ça vient de se produire un extrait sur la démocratie. Des jeunes et des moins jeunes débattent dans la capitale ce soir. Paroles qui viennent d'être dites ce soir. En fait, j'ai une amie médecin qui m'a expliqué, c'est marrant, elle est généraliste, qu'il y a pas mal de personnes âgées qui viennent la voir dans son cabinet parce qu'ils ont peur d'être seuls. Finalement, ça devient voir une fois par mois un médecin. Ils viennent chercher des médicaments, mais ils viennent chercher la convivialité, en fait. Elle disait, franchement, au lieu de faire payer la sécu, donner des médicaments pour faire plaisir, prendre du temps à un médecin, pourquoi finalement dans des cafés, justement, dans des cafés de quartier, dans des restaurants, à la limite, il pourrait y avoir des espèces de tickets resto donnés à des personnes âgées ou qui se sentent un peu seules, subventionnés, en fait. Ça fait marcher l'économie locale, parce que le café, ça lui remplit son café. C'est un cercle un peu vertueux, voilà. On l'a vu avec les manifestations et autres. Il y a un vrai besoin de vivre ensemble et de parler ensemble, qui n'existe plus. Où il n'y a plus de lieu, il n'y a peut-être plus non plus de volonté. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que développer des espaces, alors comme ces cafés, qui s'appellent cafés, qui pourraient peut-être s'appeler autrement, mais permettrait effectivement de créer des lieux de discussion et où les gens pourraient venir à la fois discuter, soulager leur conscience aussi, etc. Voilà. On est sur du Roland Quérol, on entend parler, on veut des cafés citoyens. Au fond, cette question de la participation du citoyen, au fond, à la politique, à la décision même, est-ce que ça pourrait être une issue? Est-ce que vous y êtes favorable? On n'a pas y être favorable, il faut le faire. Vous savez, moi j'ai longtemps été sondeur en même temps que politologue, j'ai travaillé avec beaucoup de maires de toutes les étiquettes en France. Et parmi eux, un certain nombre ont voulu faire de la démocratie participative. C'est un boulot, hein. Oui. Les gens, ils viennent pas tout seuls. Et une fois qu'ils sont venus une fois, ils reviennent pas forcément. Il faut alimenter en permanence cette démocratie. Si on le veut, ça donne des résultats formidables. Mais à l'échelle locale, avec des budgets participatifs. À l'échelle locale, avec des budgets participatifs, avec des choix. On peut faire de la rationalisation des choix budgétaires, comme disent les gens de Bercy, au niveau de la commune, en faisant participer les gens au choix. Il y en a qui le font et ça marche extrêmement bien. Et on arrive même souvent à des consensus, alors que les gens sont très divisés au début. Mais vous allez être forcé de faire aussi au niveau national un certain nombre d'efforts. La diminution du nombre de parlementaires. Dès 2012, tous les candidats à la présidentielle avaient ça dans leur programme, sans exception. Et à force de l'avoir dit, c'est devenu populaire. Moi, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et on l'entend encore dans les réunions. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Que c'est pas parce qu'on aura 200 députés de moins qu'on pourra donner tellement à ceux qui ont des retraites en moins. Ça fait même très peu d'argent. Et puis, pourquoi les assemblées révolutionnaires nous ont dit qu'il fallait des assemblées nombreuses? C'est depuis la Révolution qu'on a des assemblées nombreuses en France et en Europe. Pas du tout pour être seulement proche des gens, c'est pour permettre qu'il y ait un corps parlementaire nombreux qui puisse résister aux pressions, et notamment aux pressions du pouvoir et de l'argent. Je trouve qu'il faut se rappeler ce genre de choses, c'est peut-être toujours d'actualité. Même chose pour le vote blanc. Ça ne va pas changer les choses complètement dans ce pays. Mais maintenant, c'est devenu tellement à la mode qu'avoir l'air d'être contre, ça aurait l'air d'être contre la démocratie. Donc il y a un certain nombre de choses par lesquelles on passera. Mais laissez-moi encore une phrase. D'un mot, parce que on nous attend en direct. Allez-y. Les réponses à la crise qui a été enclenchée depuis le 17 novembre ne doivent pas être d'abord institutionnelles. Elles ont un peu dévié vers ces histoires de démocratie, de participation. Mais économique et sociale. On va y revenir. Mais voilà, c'est pas le fond de la Je vous redonne la parole. Citoyenne. Allez, on part tout de suite en direct de Saint-Germain-la-Prade en Haute-Loire avec Clément Méric et notre partenaire de la presse quotidienne régionale. Le débat est en cours encore, Clément? Partage.
Oui, Myriam, le débat est bien avancé. On a déjà abordé les thèmes de la transition écologique, fiscalité et dépenses publiques. Et là, on est en train de parler de démocratie et citoyenneté. Et je suis donc avec le rédacteur en chef de l'Éveil de la Haute-Loire, Julien Bonnefoy. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce qui est marquant dans ce débat, moi ce qui m'a marqué, c'est ce temps passé sur la transition écologique. On sait que c'est ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Ici, on en a débattu longuement, de façon plutôt favorable. C'est une demande de baisse des prix des carburants et du gasoil qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, mais on est dans une commune ici, vous avez raison, effectivement, le thème de la transition a été très animé en ouverture du grand débat ce soir. On est dans une commune qui est classée plutôt d'hiver gauche, mais dont le maire, André Cornu, a une sensibilité très écologiste. Il a été suppléant de candidat aux législatives Europe Écologie Les Verts, donc on sent quand même qu'il y a une salle qui est mûre pour ces... On a même entendu un gilet jaune prendre la parole et dire il faut arrêter de dire que les gilets jaunes sont contre l'écologie. Oui, tout à fait. On a eu cette prise de parole-là. On a aussi eu des propositions sur l'écologie très concrètes, qu'on avait déjà entendues et lues dans les cahiers de doléances et dans d'autres débats aussi. Alors justement, ces cahiers de doléances qui ont été mis à disposition des citoyens dans les mairies, eh bien vous avez récupéré la synthèse qui en a été faite par la préfecture sur l'ensemble du département. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui ressort le plus sur chacun des thèmes ? Alors, elle est très fraîche puisqu'elle date de cet après-midi. On l'a demandé justement pour la chaîne parlementaire, pour votre émission. Il y a 60 cahiers de doléances qui ont été dépiotés, travaillés dans le département de la Haute-Loire. Par exemple, sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté, les premières demandes de manière hiérarchique, c'est réduire les dépenses de l'État et du gouvernement, dont les salaires. Donc cette demande qu'on entend ce soir aussi d'exemplarité en haut de l'État, de justice et de transparence. On a sur cette thématique démocratie et citoyenneté réduire le nombre de commissions dans tous les domaines, suppression des régimes de retraite spéciaux, fin des avantages présidentiels et ministériels à vie, on l'a entendu aussi ce soir, réduire le nombre de parlementaires, on vient de l'entendre aussi. Il y a aussi des demandes dans les cahiers de doléances qui sont de réduire le nombre de conseillers départementaux. Il y en a qui sont présents dans la salle, qui doivent l'entendre aussi. Sur la fiscalité, ce qui est sorti des cahiers de doléances, c'est l'indexation des retraites sur l'inflation réelle, le retour de l'ISF. Donc l'indexation des retraites arrive devant le retour de l'ISF. Exactement, l'indexation des retraites arrive devant le retour de l'ISF, devant la suppression-diminution de la CSG pour les retraités ou le paiement des impôts en France pour les GAFA, les fameux Google, Facebook. On est dans un département senior, un peu vieillissant, avec des problèmes de retraite et notamment, et vous l'avez entendu Clément ce soir, beaucoup de problèmes pour les retraites agricoles. Merci à vous, Julien Bonnefoy. Ce qu'on peut noter aussi, Myriam, c'est que le débat se déroule dans un climat très citoyen, de calme et d'écoute, de respect mutuel. Et on l'a constaté ce soir avec les nombreux extraits en direct de ce débat. Merci beaucoup Clément Méric. D'un Clément à l'autre, on va rejoindre maintenant Clément Perrault qui est à Grand-Champ en Bretagne. Alors le débat a l'air de se poursuivre dans cette salle de cinéma, mais je vois à côté de vous l'un des gilets jaunes à l'initiative organisateur de ce débat. Oui, exactement. Je suis avec Jérôme Faget. Jérôme, vous êtes chauffeur poids lourd et vous avez organisé ce débat ce soir. Alors, vous êtes membre des Gilets jaunes, vous avez été sur les ronds-points, vous avez été dans les manifestations, mais ce soir, vous avez enlevé le gilet jaune pour organiser ce grand débat ici, dans cette salle de Grand-Champ. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'organiser et comment ? C'est simple, le président nous demande notre avis, donc notre avis, on le donne. On le donne sur les ronds-points, on le donne dans les manifs, mais il y a aussi le grand débat. Je pensais qu'il fallait donner notre avis aussi par là. Et après, on fera le vrai débat aussi, parce que tous les moyens sont bons pour être entendus. On verra bien ce qu'il en découlera. Alors concrètement, il y a ce soir une secrétaire de la mairie qui est venue, qui note tout ce qui se dit dans ces discussions et qui va l'envoyer par un email via la plateforme du grand débat pour que cela remonte jusqu'au gouvernement. Et justement, cette remontée jusqu'au gouvernement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une vraie traduction politique à ce qui s'est dit ce soir? Quelle réponse vous attendez? Je l'espère, mais j'y crois pas trop. Moi, je reste gilet jaune. Je pense qu'il nous écoutera pas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il veut pas revenir et il reviendra pas. Maintenant, on verra bien. Mais par contre, on aura donné d'une autre. S'il fait pas ce qu'on lui demande, on y retournera et on y retournera plus énervé probablement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme d'avoir répondu à nos questions ce soir à Grand-Champ, donc dans le Morbihan. Merci beaucoup Clément Perrault. Patrick Vignal, on l'entend cette défiance. Ils viennent les gilets jaunes, pas tous, mais certains sont même organisateurs.
Mais quant à l'issue du débat, alors là, il n'y croit pas. Attendez, mais moi je leur donne pas de faire confiance. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas confiance. 80% des gens pensent que les élus servent à pas grand-chose. Vous l'avez bien vu. Ce qui est important, c'est pas des paroles, c'est des actes. Et donc, ce qu'il nous faudra à partir du mois d'avril, c'est d'avoir un curseur, d'expliquer les actes. Je pense que l'indexation des retraites est obligatoire. On en a parlé déjà. Je pense qu'il y a des leviers. Je suis désolé. Moi, je me suis engagé pour parler d'avenir et pas de passé. La France est riche. C'est un pays intelligent. Et les Français sont politisés. Et donc, quand vous irez expliquer comment vous voulez mettre sur les 3 ans qui restent de mandat ce qu'on peut faire avec les gens, ça fonctionnera. Je prends l'exemple des centres-villes. Je me bats contre les centres commerciaux. 5 millions de mètres carrés supplémentaires qui vont habiller nos villes. 4 millions de logements à mettre en France pour rénover. Et vous avez poussé les gens en ayant des lotissements et prendre 2 voitures diesel et vous leur dites d'acheter une voiture électrique, repeuplons les centres-villes, tapons sur Amazon, Alibaba. Il y a des leviers. Moi, je suis très confiant et je peux vous dire qu'on va réussir ce pari. Il faudra juste qu'on le gradue, mais on réussira ce pari. Vous y croyez à l'enthousiasme de Patrick Vignal? Écoutez, en tout cas, les remarques, les commentaires, les propositions que l'on peut entendre ce soir, ce sont celles que l'on entend pour un grand nombre dans ces grands débats. Je crois qu'il faut que nous écoutions ces citoyens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer. Et moi, je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai menée. J'ai constitué un conseil de circonscription en qualité de député. On a quelques collègues qui l'ont fait, qui fonctionne comme un conseil municipal avec des commissions. Donc toutes les personnes pouvaient faire acte de candidature. J'ai 300 personnes qui ont répondu. Nous avons fait un tirage au sort, 40 titulaires, 30 suppléants. Et je réunis ce conseil de circonscription tous les mois. Ces réunions sont publiques et j'essaie de faire venir un intervenant différent qui apporte, je dirais, un éclairage. Et ça retisse la confiance. Voilà. Et j'ai la dernière réunion que j'ai fait, j'ai eu 300 personnes. Voilà. Donc, les personnes qui sont membres du conseil de circonscription participent. Nous travaillons quelquefois sur des propositions On a l'impression que c'est de la couture, en fait, citoyenne, comme ça, au niveau très local. Mais ça apporte une vraie réponse. On va repartir en direct. Et j'invite mes collègues à faire ça. Monsieur Chassaigne, je ne vous oublie pas, mais on me signale qu'à Croix, eh bien le débat s'est achevé, ce débat qu'on a pu suivre en direct pour de grandes parties ce soir. Elsa, qu'est-ce qui vous a marqué, vous qui l'avez suivi de bout en bout? Qu'est-ce qui vous a étonné ou surpris? Qu'en retenez-vous ce soir de ce débat? 2 choses, Myriam. Déjà, la volonté des organisateurs qu'à chaque prise de parole, il y ait vraiment une solution, une proposition. Donc, on a toute une liste de propositions de ces Croisiens et de ces Croisiennes qui sont venus ce soir. Mettre en place des consignes pour les bouteilles de verre, par exemple. Baisser la TVA sur les produits qui respectent l'écologie. Rendre le vote obligatoire. Voilà, ce n'était pas juste un constat, mais vraiment des propositions à chaque fois. Et puis, la deuxième chose que je retiendrai, j'ai discuté avec certains des participants au débat, c'est tout d'abord, la reconnaissance que ça fait du bien de parler, de s'écouter, d'avoir dans une même salle une gilet jaune qui discute avec quelqu'un qui paye l'ISF, que ça, ce n'est pas commun. Donc vraiment reconnaître que ce débat fonctionne et sert à quelque chose, mais qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Beaucoup de participants nous ont dit mais c'est très compliqué de savoir ce que le gouvernement va faire avec tout ça. La participation au débat, elle est très forte. Les attentes le sont aussi. Le risque de décevoir est donc très grand. Et ça, on l'a vraiment senti au niveau des participants ici à Croix. Merci infiniment Elsa Mondingava en duplex, donc depuis le nord de la France à Croix. André Chassaigne, on le voit, c'est les mêmes sujets qui reviennent, une espérance, le risque de décevoir et en même temps, vous avez tous des expériences concrètes à nous faire partager. Question, ces moments de partage, ces moments d'expression, ça s'appelle la démocratie participative, on en parle dans toutes les campagnes. C'est la première fois que ça se passe bien, au fond, au pouvoir, avec un président de la République qui met en place ce genre de grand débat. Il faut que ça continue. La dernière fois, c'était Nicolas Sarkozy avec l'identité nationale, ça a tourné au fiasco. Donc vous lui accordez au moins ça? Écoutez, faut être quand même, je voudrais souligner une chose par rapport aux différentes interventions. On pratique de la démocratie participative. Moi, je l'ai fait depuis 2002. Mais à l'échelle nationale. Des propositions de loi co-élaborées, y compris lors du mandat précédent, les propositions de loi qui a été votées, que j'avais co-élaborées avec les citoyens de ma circonscription. Actuellement, on travaille, dans le cadre d'un atelier citoyen, sur une proposition de loi sur la démographie médicale qu'on va intégrer dans un travail que font actuellement les députés communistes, dans le cadre d'un tour de France des hôpitaux. Donc, on fait. Je pense qu'on est nombreux à faire cette démocratie participative. Mais, si, face à ça,
on ne s'attaque pas fondamentalement au système, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait une véritable justice, notamment une justice fiscale, c'est-à-dire avec la graduation au niveau des impôts, plusieurs tranches, un rétablissement de l'ISF, à mon avis, c'est indispensable, même si je suis peut-être le seul à le penser ce soir ici. Je crois que c'est très important. Il faut qu'on s'attaque au système fondamentalement. Sinon, on ne pourra pas répondre aux revendications sociales. C'est impossible de répondre aux revendications sociales. Or, depuis le début de son mandat, Monsieur Macron, dans la politique qu'il conduit, fait tout le contraire. Est-ce qu'il va se métamorphoser à l'issue du grand débat pour s'attaquer au système? Malheureusement, j'en doute. Chers collègues, moi je pense qu'il va évoluer, premier point. Mais vous serez quand même d'accord avec moi. Est-ce que cette recette a marché avec François Hollande, Nicolas Sarkozy? Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, on n'en a plus voulu, que François Hollande n'a même pas pu se représenter. Moi, j'ai envie que Emmanuel Macron fasse 2 mandats. J'ai envie qu'il se bonifie. J'ai envie que sa jambe gauche soit moins atrophiée que celle de droite. C'est ça la politique, c'est du long terme. L'économie, c'est pareil. Un petit mot sur juste. Ce qui me gêne, moi, c'est la réciprocité des mépris. On a eu la France des ronds-points, la France des avenues, le peuple et l'élite. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce risque de mépris. Il faut construire une société différente, avec des valeurs. Justement, elle est en train de se construire, cette société. Oui. Regardez cette image. C'est en direct dans le 18e arrondissement, une jeune fille qui, sur son paperboard, collait tous ses post-it. On parle de démocratie dans le 18e arrondissement. On va l'écouter 2 secondes. Avec des citoyens pour aller à l'étranger, voir un peu ce qui se passe. Voilà, pour qu'ils soient vraiment partie prenante de la décision. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Et il y a eu aussi beaucoup l'idée de confiance et donner plus de moyens aux gens, aux maisons des associations, plus de moyens pour voilà, se réapproprier cet espace public. Donc voilà, n'hésitez pas à, si vous le souhaitez, si vous avez d'autres propositions que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer, de prendre voilà juste un petit post-it si vous voulez le rajouter sur le tableau pour rajouter une contribution, de venir faire un petit tour autour du tableau pour voir si j'ai bien tout restitué ce que vous avez dit. Voilà, c'est important. Et puis voilà, donc je vous laisse le tableau à disposition. Peut-être est-ce que Julien, tu veux dire un dernier mot, un petit mot? Alors, ce que j'ai pensé, déjà, je suis pas autorité là-dessus. Moi, je suis ravi d'avoir participé à ce débat sain et serein. Ça fait, ça fait du bien aussi. Juste un élément peut-être que on a évoqué tout à l'heure. Ce que je regrette, c'est que ce débat-là intègre en effet un contexte qu'est le grand débat national, et qu'aujourd'hui, sur ce grand débat national, on n'a pas le curseur. C'est-à-dire qu'on l'évoquait tout à l'heure. Avant de participer, j'aime bien savoir ce que va être fait, et ça a été évoqué, ce qu'on va faire de cette participation et de ces propositions. Aujourd'hui, même moi qui anime des grands débats aussi, et malheureusement, j'ai pas de réponse concrète, et j'ai pas de feuille de route, et j'ai pas d'éléments de lecture qui me permet de savoir ce qui se passera après le 15 mars. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regretter, mais surtout, je vais rester très positif, parce que on voit bien, donc il y a près de 800 000 quand même contributeurs sur la plateforme au grand débat, plus de 4000 débats qui sont organisés, donc on sent qu'il y a une vitalité quand même citoyenne. J'espère que cette vitalité citoyenne, on a soulevé le mot plusieurs fois, c'est le terme de convivialité. C'est-à-dire que cette citoyenneté, elle soit pas crispante non plus, qu'elle ne mette pas les gens dans les postures. Et j'ai bien aimé ces idées autour de l'idée de l'agora ou de l'espace, d'un espace hybride qui s'ouvre à la culture, qui s'ouvre à la participation. Enfin, tout est prétexte à participer en fin de compte. Et de pas faire juste le sanctuaire de la participation. On ouvre les grandes portes de la participation et on devient le citoyen actif. Je pense qu'en effet, il faut vulgariser un petit peu cette approche citoyenne, la rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus quotidienne. Juste un petit élément aussi par rapport à ce que l'on évoquait sur le forum des associations. Voilà une opportunité extraordinaire, le forum des associations, parce que je pense que c'est peut-être un des espaces qui mobilise le plus de public à l'échelle d'une ville. Pour autant, le forum des associations et les forums des associations, je connais pas du tout celui du 18e. En tout cas, j'y vois un espace, parce que moi j'habite à Chartres, donc j'ai un peu de route après pour rentrer. J'y vois un espace de consommation, et il faut aussi profiter de ces forums-là pour que ce soit des espaces de responsabilisation. Petit retour d'expérience que j'ai mené sur la ville d'Argentan, où je vais demain en Normandie, où on a profité du forum des associations pour faire un défi citoyen. On a identifié avec les associations locales et les services de la ville le nombre d'heures de bénévolat dont on avait besoin pour faire vivre la ville. Et les gens arrivaient dans le forum des assos en qualité
consommateurs. On leur a dit, peut-être que vous n'allez pas être acteur tout de suite, mais vous allez devenir consommateur déjà. Et on a besoin de 1200 heures. Combien vous en apportez? Et ça a été évoqué tout à l'heure, on a besoin de s'engager des fois 3 heures, une journée, peut-être 2 jours. Eh bien, sur une journée, on a obtenu 47 nouveaux bénévoles qui ont permis déjà d'atteindre les plus de 1200 heures. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles. Faisons de et voilà, utilisons ce qui est déjà en place sur des... Voilà, hein, pour ce jeune homme qui a la démocratie citoyenne chevillée au corps. On va repartir tout de suite vers Ahmed Tazir. Ahmed, est-ce qu'on a de nouvelles questions, témoignages, solutions qui nous parviennent avec le hashtag LCP? Oui, Myriam, le pouvoir d'achat, toujours thème numéro 1 des tweetos et Facebookers. Une interrogation, une proposition de Valérie Lasserre sur notre Facebook Live. Pourquoi les métiers, par exemple, de la restauration accusent-ils un déficit en personnel? Les salaires ne sont pas valorisés alors que le boulot est intense. Hein. On pourrait faire le parallèle, hein, baisser les salaires des représentants de la nation pourrait aboutir au même résultat. Hein. Sur ce sujet, il est nécessaire d'entreprendre une réflexion et d'y apporter des réponses équilibrées sans démagogie, conclut notre internaute. Un compliment à double tranchant de Manulator 92. Merci à LCP de proposer une fois de plus un vrai programme citoyen. Mesdames, messieurs les députés, pourquoi cela n'a-t-il pas lieu sur France 2 à la même heure, hein, sans irrespect pour LCP? Peu de monde regarde par rapport à France 2 ou France 3 et je m'acquitte de ma taxe TV. Enfin Myriam, une question de Fauve 85 à vos invités hein, sur le plateau. Question aux invités. Le référendum pour clôturer le grand débat est-il toujours d'actualité le 26 mai prochain? Je laisse le soin à vos invités de répondre. Eh bien, on va leur poser la question tout de suite. Merci Ahmed. Le 26 mai prochain, c'est bien sûr le scrutin européen, les élections européennes. Roland Carroll, cette piste est encore possible, au fond, joindre les deux? Je veux dire, franchement, le vote européen et le référendum. Je ne crois pas qu'elle a jamais été réellement là. C'est ce qu'on appelait jadis un ballon d'essai. Je crois que vu ce que nous savons de la façon dont les gens votent dans les référendums, à celui qui pose la question et non à la question posée, je ne vois pas un président de la République s'engager dans une chose pareille. Et à vrai dire, ça me paraît de peu d'importance. D'ailleurs, vous avez remarqué, les gens ne posent pas cette question dans les débats. Est-ce qu'on va voter par référendum sur le grand débat? Ils ne la posent pas. Donc pas pour plus, vous, c'est non au référendum, quelle que soit la date, si je comprends bien. Absolument. Pas plus qu'ils ne disent Macron démission dans les débats. C'est pas ça. C'est pas ce genre d'issue politique. Ça va dépendre du contenu de la politique qui va être donnée par le président de la République, le décideur. La feuille de route de l'acte 2. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Moi, je crois qu'il a le droit de dire, par exemple, des choses comme il y a 3-4 mesures qui arrivent dans les 20 premières que je ne prendrai pas. Et voilà pourquoi. Je vous explique pourquoi. Faire de la pédagogie sur le non. Il a le droit, ce qu'ils ont très envie de faire, à la République En Marche, de proposer des choses qu'ils avaient de toute façon envie de faire en montrant que ça va dans le bon sens. Exactement. Et je crois qu'il y a un troisième tiers sur lequel il va être jugé. Est-ce qu'il va changer des choses qui n'étaient arrivées avec des choses qui n'étaient en rien dans son programme politique et qui iront dans le sens de la justice fiscale ou de l'équité sociale. Est-ce qu'il va accepter sur 1, 2, 3 points de manger son chapeau? Je crois que c'est la clé de l'issue de cette crise. Ils peuvent s'en sortir s'ils vont jusque-là. Sinon... Merci infiniment pour cet éclairage passionnant. Une seule question pour, au fond, conclure ce débat qui touche à sa fin. En est-il capable, Emmanuel Macron? En est-il capable? Va-t-il manger son chapeau? Peut-il le faire avec 2-3 mesures qui n'étaient pas dans le programme? Quand on lâche prise, c'est pas abdiquer. Je suis désolé, il y avait un programme présidentiel et la crise des Gilets, on doit adapter. Quand on fait de la politique, on s'adapte. Sinon, on reste à la maison. Donc moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que nous devons adapter et nous allons le faire avec le soutien de mes collègues parlementaires. Allez, c'est dit. On va terminer, si vous le voulez bien, cette émission avec nos reporters sur le terrain et on part tout de suite à Grandchamp. Non, oui, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est Clément Perrault qui a suivi tout ce débat. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez, Clément, ce soir? Oui, Myriam, le débat est en train de se terminer ici à Grandchamp, un débat vraiment intéressant dans cet ancien cinéma, un format assez convivial et justement ça a permis les échanges. Chacun a pu prendre la parole. Alors au début c'était un peu chacun son tour et puis progressivement c'est devenu une conversation. On s'est répondu, on s'est interpellé dans la salle et vraiment c'était un bon moment démocratique. On est ici dans une commune périurbaine, vous savez, ces territoires où on dit parfois que chacun reste chez soi. Eh bien ce soir c'était pas le cas. Les gens sont venus, ils ont fait de la politique, ils ont débattu et c'était
c'était un bon moment démocratique. Sur le fond, tous les grands thèmes ont été abordés et on n'a pas non plus ici oublié l'écologie qu'on dit parfois la grande oubliée de ce grand débat. On a parlé de l'écologie punitive, on a parlé de la voiture électrique. C'était vraiment un débat intéressant ce soir. Ici Merci. Merci pour votre regard, Clément Perriot. Clément Méric, à présent, qu'avez-vous retenu de cette soirée passée en Haute-Loire à Saint-Germain-la-Prade? Eh ben ici, Myriam, on a abordé tous les thèmes qui ont émergé avec le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qui m'a marqué, c'est que certaines personnes n'ont pas hésité à aller à contre-courant de certaines idées reçues, si l'on peut dire, sur ce mouvement, notamment sur la transition écologique. On n'a pas hésité ici à défendre des mesures favorables à la transition écologique. Et puis il y a eu sur la fiscalité, par exemple, 2 personnes qui ont pris la parole pour défendre l'impôt. Il faut arrêter de dénigrer l'impôt. C'est un honneur de payer l'impôt, disait l'un des participants à ce débat. Et puis concernant tout ce qui est le thème de la démocratie de la citoyenneté, il n'y a pas de rejet de la classe politique. Il y a juste une demande d'exemplarité, un très haut niveau d'exigence de la part des gens qui sont là. Ils s'intéressent à la politique et ils demandent à la classe politique d'être exemplaire, si l'on peut dire. Enfin, je vous le disais tout à l'heure, il y a une qualité dans les échanges de respect et d'écoute mutuelle qui est assez impressionnante. Ça fait du bien de débattre et de vous entendre aussi, Clément Méric. Merci infiniment pour cette soirée. Même question à vous, Valérie Brochard. Alors, comment ça s'est passé avec ces post-it? On a eu l'impression d'une réunion très studieuse où chacun, d'ailleurs beaucoup de jeunes ce soir, se sont investis sur cette question, comment impliquer les citoyens dans la démocratie. Et vous avez raison, ce n'est pas qu'une impression, Myriam, c'était en effet très studieux. Ça vient tout juste de se terminer. Alors tout d'abord, ici, on a redéfini les termes pour jeter les bases très claires du débat. Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce que l'espace public? Comment on y accède et qu'est-ce qu'on y fait? Et justement, comment reprendre, se réapproprier cet espace public? Et bien pour cela, les citoyens présents ce soir ont fait plein de propositions qui se retrouvent toutes sur ce tableau. Vous les découvrez derrière moi. Et bien pour reprendre l'espace public, les citoyens ont proposé tout simplement de donner plus de moyens aux maisons des associations, de recréer des agoras, de créer des moments de rencontre, de mise en débat, de créer des jardins pédagogiques. On a beaucoup parlé des enfants, de l'initiation, de la pédagogie à la citoyenneté. Et toutes ces propositions vont très bientôt être mises en forme et envoyées sur le site du Grand Débat National. Merci beaucoup Valérie Brochard en duplex du 18e arrondissement dans la capitale. Merci infiniment à mes 4 invités d'être venus nous parler de cette démocratie citoyenne, des attentes et de quelle issue politique possible à l'issue de ces grands débats. Ainsi s'achève cette soirée du grand débat sur LCP. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes sur le terrain, la rédaction, la production, la régie, Germain Andrieux, Delphine Guédard et Guylaine Chenu, bien sûr, aux manettes. Ils ont tous rendu possible ce soir cette émission très spéciale. Très belle soirée et à demain pour un nouveau Ça vous regarde en direct.